Tu as ramené l'élément. Les ministres du Commerce et des Solidarités nationales face à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. À l'ordre du jour, la justification de la gestion de la banque alimentaire, la distribution des kits et l'utilisation des dons en numéraire. L'impact de la crise sanitaire sur l'industrie pétrolière africaine. C'est l'ordre du jour de la 38e session du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Session par visioconférence à laquelle a pris part le ministre gabonais du pétrole. Et puis célébration ce 16 juin de la journée mondiale de l'enfant africain. Une journée qui se célèbre alors que pas un jour ne passe sans que l'on enregistre un cas de violence domestique sur un enfant. C'est le dossier de la rédaction. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Renouvelez votre 20h tout de suite. Le 16 juin, nous vous le disions, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfant africain. Accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique, c'est donc le thème de cette édition. Et pour sa part, par rapport donc à cette journée, l'organisation non gouvernementale Omanda s'est exprimée à travers une déclaration pour évoquer la nécessité d'une éducation de qualité pour tous. Le reportage d'Eva Mbani-Pitake et de Richard Moubiwa. L'ONG Omanda, qui signifie Soleil en Apinji, a attiré l'attention de l'opinion nationale sur les droits que devrait avoir tout enfant à l'occasion du 44e anniversaire de la Journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin de chaque année. Depuis le 16 juin 1976, l'Afrique a décrété la célébration de la Journée de l'enfant africain en souvenir au massacre d'enfants tués et blessés à Soweto, en Afrique du Sud, lors d'une manifestation. Ce 16 juin, des étudiants sud-africains sont descendus dans la rue afin d'exiger une éducation de qualité présentant une adéquation, éducation, formation et emploi. Pour cette célébration de l'édition 2020, l'organisation non gouvernementale Omanda s'aligne dans des actions communes de lutte en faveur des enfants en Afrique. Omanda s'aligne à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui place la jeunesse au cœur de son septennat. Il est donc urgent aujourd'hui d'accepter de mener des actions communes en faveur de tous les enfants de l'Afrique, y compris ceux des communautés isolées telles que les Pygmées. Selon une étude de l'UNESCO, sur près de 58 millions d'enfants dans le monde en âge d'être scolarisés au primaire, 32 millions reviendraient à l'Afrique, soit un pourcentage de 65%. C'est le dossier de la rédaction. Au Gabon, sur le plan officiel, le secrétaire général au ministère de la Justice a, au nom du ministre de tutelle, fait une déclaration pour rappeler les efforts en matière de protection de l'enfant dans notre pays. Suivons un extrait de cette allocution. Il est au micro d'Annie Konkassa. Comme l'ensemble des États africains, notre pays célèbre ce jour 16 juin 2020 et comme chaque année depuis 1991, la journée de l'enfant africain sur le thème « Accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique ». Dans le préambule de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les États africains reconnaissent que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine, que pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension, et que, compte tenu des besoins liés à son développement physique et moral, l'enfant a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale dans les conditions de liberté, de dignité et de sécurité. L'intégralité de cette allocution dans nos programmes de la soirée.
Il faut dire qu'au moment où l'on célèbre la journée de l'enfant africain, il ne se passe cependant plus un jour sans que l'on enregistre un cas de violence domestique sur un enfant, à l'exemple de cette vidéo montrant un enfant 7-8 ans tabassant un autre bien moins âgé sous le regard complice d'une personne cachée derrière l'objectif de sa caméra. La scène effroyable n'a pas laissé la rédaction de Gabon Télévision insensible. Le regard de Wivine au vendant. Attention aux âmes sensibles, les images sont choquantes. La vidéo circule sur les réseaux sociaux et les images sont insoutenables. Regardez-en un bout. « 40 secondes de calvaire et de torture pour cet enfant sans défense d'environ 4 ans. Et là encore, c'est ce qui a été filmé. Mais nul ne saurait dire exactement combien de temps a duré ce supplice, encore moins combien de fois cela s'est-il produit. Mais une chose est sûre, la scène est enregistrée par une personne beaucoup plus consciente. Écoutez bien. Balayage, balayage. Le film effroyable laisse tout le monde sans voix. Alors que dans nos sociétés africaines, l'enfant appartient à toute la famille et même aux voisins, cette scène d'une cruauté sans pareille rendrait dorénavant les gens réticents à l'idée de confier leur progéniture à une tierce personne, même ne serait-ce que pour une poignée de secondes. À bien y réfléchir, les violences domestiques sur les enfants dans notre pays sont de plus en plus récurrentes, bafouant ainsi toutes les normes établies en la matière. Sur la toile, un pasteur aurait marqué son fils au fer chaud à Mounana, une nounou giflant un enfant pour l'obliger à prendre son repas. Des cas de maltraitance sont légion. Ce énième cas nous emmène à river nos regards vers les services compétents. Ici sont interpellés les coercitifs, mais également les sensibilisateurs. Et puis de sources bien informées tout de même, on nous annonce que la police criminelle a déjà interpellé pour audition certains sujets directement liés à ce cas de violence que nous venons de décrier à l'instant. Wivine Ovendant l'a dit, une grande personne est généralement derrière l'objectif pour immortaliser la scène, d'où cette interrogation de notre rédaction. Est-ce un buzz ou l'humanité a tout bonnement, permettez l'expression, foutu le camp ou déserté l'enveloppe corporelle? L'analyse de Stévieux et Anne Mesui. Ça dit la bonne et tout. Oh Seigneur, c'est pareil, ça s'il vous plaît. L'être humain a-t-il toujours été aussi méchant ou ce sont les réseaux sociaux qui l'ont poussé à se déshumaniser? Le mot est certainement fort, mais le degré de violence véhiculé sur la toile nous le fait dire. La course pour augmenter sa cote de popularité sur la toile en vaut bien la chandelle. Combien de j'aime, combien de partages pourrait avoir une vidéo? C'est certainement la première interrogation qui survient lorsque l'on voit aujourd'hui une personne en détresse. Au cours d'une violente bagarre par exemple, la séparation interviendra après l'enregistrement des dégâts matériels et quelquefois après mort d'homme. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont passées les notions d'union, d'amour et de solidarité? Un sociologue ou psychologue nous édifierait certainement davantage. Mais avec notre plume de journaliste, nous ne pouvons que faire un constat et procéder à une série de questions pouvant emmener les instances habilitées à prendre des mesures draconiennes pour freiner et pourquoi pas éradiquer ce mal en passe d'être un fléau dans notre pays qui ne compte, faut-il le rappeler, qu'au moins de 2 millions d'habitants. Si nous sommes tous parfois d'accord pour dire que la punition n'est forcément pas la solution adoptée en cas de crise et qu'il faudrait faire prévaloir la sensibilisation, à des moments, la coercition devrait prendre le dessus, car il y va de la stabilité de tout un pays. C'était le dossier de la rédaction. Actualité institutionnelle, Lambert Noël Mata face aux députés membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. C'était ce matin à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État à l'Intérieur est allé présenter pour approbation le projet de loi portant organisation de l'état civil en République gabonaise et celui relatif au numéro d'identification personnelle. Presse Assemblée nationale. Le projet de loi portant organisation de l'état civil en République gabonaise, soumis ce jour à l'appréciation des honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, devrait doter le Gabon à terme d'un fichier d'état civil centralisé, élaboré à partir de la collecte de données biométriques
et numérisés. Plusieurs Gabonais sont retrouvés dans l'impossibilité d'établir leur pièce d'identité nationale ou leur passeport du fait de ceux qui ne pouvaient pas fournir des actes de naissance authentiques. Dans le même temps, de nombreuses enquêtes administratives et policières ont mis à nu d'importants réseaux de trafic de pièces d'état civil, conduisant ainsi à une véritable décriminalisation de notre système d'identification de nos citoyens. Le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle devrait quant à lui faciliter l'identification de chaque citoyen par l'octroi d'un numéro d'identification personnelle. Son attribution sera tributaire de la vérification des éléments essentiels de l'état civil dont la collecte se fera à partir de la demande d'établissement de certains actes, documents ou d'une inscription sur la liste électorale. Prenant la mesure de ces deux projets de loi qui viennent à propos au moment où notre administration est en proie à des difficultés d'archivage d'une part, le terrorisme et la cybercriminalité dictant leur loi d'autre part, les honorables députés ont mis en place une commission ad hoc pour un examen au fond de ces deux textes. Et puis, autre audition, autre lieu, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Son président a procédé à l'audition de deux membres du gouvernement, Hugues Mbadinga Madia et Priska Colinde, ainsi que la directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation. Objectif, justifier la gestion de la banque alimentaire, la distribution des kits alimentaires et puis les dons en numéraire. Betty Anzembe, Gérard Magnagna, nous font le point. Hugues Mbadinga Madia, le ministre en charge du commerce, face au président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Ce dernier a justifié la gestion de la banque alimentaire tout en expliquant la nature des dons qui la constituent. Je suis revenu sur tous les dons, notamment en nature, qui ont été collectés par le département dont j'ai la charge, le détail des donateurs, et l'évaluation, notamment numéraire, de ces dons et comment est-ce qu'ils ont été gérés et transférés. Priska Colinde, ministre en charge de la solidarité nationale, quant à elle, a fait le point de l'opération de déploiement des kits alimentaires dans le Grand Libreville. Les difficultés rencontrées lors de sa mission ont été évoquées au cours de son audition. Il était important pour les membres de cette commission et leur président de savoir exactement comment l'opération se déroule, premièrement, mais également de savoir quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été mises à disposition pour permettre que cette opération se déroule dans des conditions optimales. Également indiquer les écueils auxquels les équipes de la banque alimentaire ont été confrontées, permettant ainsi d'indiquer exactement les difficultés que nous avons rencontrées. En plus des deux membres du gouvernement, la directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation s'est également prêtée au même exercice. À l'issue de ces auditions, des dossiers contenant des pièces justificatives ont été remis au président de la commission. Autre institution en image, la primature, les hauts représentants de la Confédération patronale gabonaise étaient donc au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué Bekale, c'était cet après-midi. À l'ordre du jour de cette séance de travail, eh bien, le dépistage de masse en entreprise, et cela s'est passé en présence bien sûr des ministres de tutelle et des représentants du COPIL. Lutte contre l'épidémie de la Covid-19 malgré la mise à disposition des structures sanitaires au bénéfice des populations. Ces dernières entretiennent une certaine psychose quant à la prise en charge en milieu hospitalier, préférant ainsi les breuvages et l'automédication, un acte qui aurait des répercussions graves sur l'organisme. Les raisons de cette peur nous sont explicitées ici dans ce reportage de Priska Mugula et Barthelbois. Si la campagne de sensibilisation contre le coronavirus menée par le gouvernement est bien accueillie par les populations, il n'en demeure pas moins que le milieu hospitalier, structure spécialisée dans le traitement de la Covid-19, connaît un désintérêt de la part de ces mêmes populations. Les populations ont peur de venir à l'hôpital parce qu'elles se disent que venir à l'hôpital, c'est être directement diagnostiqué Covid positif. Un désamour qui s'explique par plusieurs facteurs en cette période de crise sanitaire. En raison des mesures qui sont mises en place concernant la prise en charge, à savoir l'isolement
la quarantaine sont difficilement soutenables par les populations. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même lorsqu'elles ont des difficultés d'ordre sanitaire, elles préfèrent rester à la maison. Dans ce contexte particulier, nombreux sont ceux qui s'adonnent à l'automédication, une pratique dangereuse, fortement déconseillée par le corps médical. Prendre un médicament de façon, je vais dire, individuelle ou volontaire, sans pourtant associer un professionnel, c'est s'exposer à des dangers. Au sein de l'hôpital, il y a des professionnels qualifiés, formés, qui connaissent les dosages, qui connaissent la prise des médicaments. Et au moins, au sein de l'hôpital, on bénéficie d'une surveillance. Suite à un taux élevé de contamination communautaire, le respect des gestes barrières est en vigueur dans les hôpitaux. Ces organismes restent les seuls habilités à offrir des soins de qualité. Et on reste dans la santé avec ces 1505 compatriotes qui viennent de bénéficier gratuitement des prestations médicales au centre médical de Mimvoul. C'est dans le nord du pays, grâce à une action humanitaire du SAMU social gabonais, bien sûr. Le point avec Eugène Ekoga Bowono, notre correspondant sur place. Obstétrique, consultation prénatale, en passant par l'ophtalmologie, la cardiologie, la pédiatrie, bref, autant de services et prestations médicales que viennent de bénéficier gratuitement les populations du département du Wontem grâce au SAMU social gabonais. Ce plat offert par le SAMU social gabonais est à consommer sans modération. Parce que souvent nous sommes embêtés, parfois on reçoit de malades qui nécessitent une prise en charge des spécialistes, on ne sait pas comment le faire. Mais avec le SAMU social, on arrive quand même à le faire ici à Mimvoul. En tout cas, le plaisir est énorme de notre côté. Si nous sommes servis dans un plat tout cuit, tout prêt, on ne peut que consommer cela avec, je dirais même sans modération. Parce que là, on a fait le tour, on a rencontré des gynécologues, on a rencontré des cardiologues, on a rencontré des ophtalmos, on a rencontré des dentistes. On a plus de 10 spécialistes présents chez nous au moment où nous parlons là. Cela ne peut que nous satisfaire. Venus des cantons nord, Sosolontem et sud à Bolosoville, en voiture ou en moto, l'un des bénéficiaires témoigne. Parce que ça fait depuis près d'une décennie que je suis allé jusqu'à Libreville. On m'a dit que c'est un mauvais endroit. Et par le SAMU national, SAMU social national, je suis sauvé aujourd'hui par l'entremise du docteur Bayongo. Avant de quitter Mimvoul, le coordonnateur général du SAMU social gabonais a offert au centre médical de Mimvoul un important lot de produits pharmaceutiques. Retour à Libreville où le ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Anissé Mboumboum Miakou, s'est rendu ce matin à l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. S'imprégner du fonctionnement de cette agence, créée il y a 5 ans, était donc l'objectif principal du patron de la communication. Reportage de Claude Boussougou Matumba et Rodrigue Simangoy. Loin des locaux du ministère de la Communication, Edgar Anissé Mboumboum Miakou se rend ce jour à la zone économique spéciale d'Uncock. Ici, le ministre d'État procède à la visite de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. À l'aide des écrans et vidéoprojecteurs, le directeur général présente aux membres du gouvernement les missions de l'AGEOS. Aujourd'hui, le principal axe de développement que nous devons apporter, c'est améliorer la connaissance des produits et services à valeur ajoutée de l'AGEOS. Et c'est dans cet axe-là que le ministre d'État s'est engagé à nous accompagner pour pouvoir mieux faire connaître les services, défendre les produits développés par l'AGEOS et promouvoir une meilleure incorporation de l'AGEOS à travers les services de l'État. L'AGEOS contribue à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de collecte, d'analyse et de mise à disposition des données issues de l'observation spatiale du territoire national. Nous avons justement cet outil d'aide à la décision pour un certain nombre de politiques publiques qui peut vraiment nous être très utile. Rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a eu l'idée ingénieuse de pouvoir mettre en place cet outil, parce que vous ne serez pas là sans sa volonté personnelle. Il est donc plus que utile que désormais vous soyez vraiment accompagné par le ministère de la Communication, qui est votre tutelle.
Voilà, une visite qui s'achève, une visite au cours de laquelle le membre du gouvernement a pu observer et même comprendre le fonctionnement de cette agence, l'agence spécialisée dans l'étude et l'observation spatiale. Ici, à Nkok, à 27 km de Libreville, Claude Boussougoumatoumba, Rodrigue Simangoy. Cette double audience au ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, Mathias Otunga Osibadjo a reçu tour à tour le collectif des habitants de la Sablière, d'eux en proie à des difficultés liées au manque de viabilisation et de structures de base. Il a également reçu la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Le point avec Vivino Vendan et Bertrand Oussaga. La Sablière 2, quartier de la commune d'Akonda, en proie à moult difficultés. Pour trouver des solutions à certains de ces problèmes, les habitants de cette partie de la ville, regroupés en collectif, se sont rendus au cabinet du ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, solliciter la viabilisation de leur terrain. Dans mon quartier, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité et même pas les routes. Monsieur le ministre nous a fait part donc des différentes solutions, notamment l'appel à la mise à disposition de la FID que nous allons donc saisir aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution. Pas de repos pour Mathias Otunga Osibadjo, qui a ensuite reçu en audience la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Il était question de faire un point de situation sur les activités qui sont menées au niveau de la Commission nationale des TIP à travers le projet de développement des infrastructures locales, qui est un projet qui bénéficie d'une assistance technique et financière de la Banque mondiale et qui permet d'appuyer les principales capitales provinciales, notamment à travers la construction d'équipements de base. Donc il était question de confirmer les actions qui avaient été identifiées pour la suite des activités liées à l'appui à la décentralisation. Rappelons que ce département ministériel a entre autres missions la cohésion dans la gestion des territoires. Le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouyama Daouda, était lui en visioconférence avec les partenaires au développement pour discuter du projet d'adduction d'eau dans les établissements. Un projet qui concerne 600 établissements primaires et secondaires sur toute l'étendue du territoire national. Lariska Lormamengi, Bertrand Oussaga, nous font le point. Bonjour à tous, désolé. Après sa rencontre avec la représentante de la Banque mondiale au Gabon pour discuter de l'accompagnement de ce partenaire financier dans le projet d'adduction d'eau dans les établissements, le ministre de l'Éducation nationale était en visioconférence avec d'autres partenaires au développement dans le même ordre d'idées. Il était question de faire le point non plus seulement avec la Banque mondiale, mais avec d'autres partenaires comme l'AFD, comme l'UNICEF, comme l'OMS, qui sont tous des partenaires intéressés par ces problématiques-là dans le cadre général d'un programme qu'on peut intituler santé, environnement, hygiène. Pour Patrick Mouyama Daouda, l'enjeu immédiat est de permettre aux élèves de pouvoir respecter les gestes barrières, notamment le lavage des mains. Néanmoins, le problème d'adduction d'eau dans les établissements reste entier. Il faudra penser à des solutions sur le long terme. La stratégie qu'on va mettre en place avec les partenaires au développement permettra non seulement de régler les problèmes immédiats qui sont importants dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais de régler aussi de manière définitive la question d'approvisionnement d'eau dans nos établissements. Il y a plus de 600 établissements au Gabon qui sont dans des situations particulièrement compliquées en ce qui concerne l'eau. Donc ça va prendre un certain temps. Mais oui, dans un premier temps, il sera question de régler les questions immédiates pour faire en sorte qu'à la reprise des cours, les conditions soient remplies pour appliquer les mesures barrières. Au moment où la reprise des cours, du moins pour les classes d'examen, se profile à l'horizon, le ministère de l'Éducation nationale met les petits plats dans les grands pour garantir la sécurité sanitaire des apprenants. Dans l'actualité, la tenue de la 38e session du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole pour le compte du Gabon prenait part à cette session par visioconférence le ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa. À l'ordre du jour, l'impact de la crise sanitaire sur l'industrie pétrolière africaine. Et pour le point, on retrouve Lariska Lormamengi.
Quel impact de la pandémie du Covid-19 sur l'industrie pétrolière africaine? Comment envisager l'avenir et voir quels sont les aménagements nécessaires pour mutualiser les efforts? C'était le point essentiel de la 38e session du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui, c'est la toute première réunion des conseils des ministres en tant qu'organisation depuis que nous avons muté de l'association à l'organisation. Nous faisons le point pour faire avancer, faire évoluer tous ces sujets qui ont fait l'objet de discussions à partir de décembre 2019 et surtout également envisager l'avenir avec la Covid-19 telle que nous la connaissons pour voir désormais quels sont les aménagements que nous portons au sein de notre organisation. Pour les ministres membres de l'APO, cette crise sanitaire aura au moins le mérite de permettre aux pays africains d'en tirer les leçons et de resserrer les liens. Les efforts qui sont aujourd'hui consentis contribuent à améliorer vraiment pour que nous soyons dotés d'un outil irréprochable. Il faut rappeler qu'une résolution portant délocalisation du siège de l'APO d'Abuja à Brazzaville a été signée le 5 mars dernier. Les travaux du siège qui devraient se dérouler en 18 mois ont connu du retard suite à la pandémie, a indiqué le ministre congolais des hydrocarbures, avant de solliciter puis d'obtenir de ses pairs un délai supplémentaire. Et puis cette cérémonie de signature du livre de condoléances au ministère des Affaires étrangères. Plusieurs ambassadeurs ont donc répondu présents à cet événement. Ils sont venus témoigner bien sûr leur affliction. Le reportage est de Jean de Dieu Ogoms, Ngombi et Michel John Boudégan. Emmanuel Isozen Gondé, un nom qui fait écho dans le monde entier à travers sa casquette de diplomate. À ce titre, plusieurs chefs de représentation diplomatique accrédités au Gabon sont venus signer le livre de condoléances. Le Gabon et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Alors, je m'associe au deuil et je profite de mon passage ici pour présenter les sincères condoléances de la Côte d'Ivoire à l'ensemble du peuple gabonais. C'était un personnage imminent qui a accompli beaucoup de tâches importantes. Donc, je suis témoin de la tristesse du Gabon et je tiens à m'associer à ce deuil. L'ayant connu en tant que Premier ministre, l'ambassadeur de la République de France près la République du Gabon garde un souvenir de l'homme. Je garde de lui le souvenir des entretiens qu'il a bien voulu m'accorder, d'un esprit aigu et d'une très grande clarté d'expression. J'avais été très frappé lors de ces entretiens de sa capacité à suivre mon propos sur toujours beaucoup de sujets différents, ne pas interrompre, écouter, ne prendre aucune note, et ensuite reprendre tout ça dans l'ordre avec une clarté d'expression assez remarquable. La Chine et l'Égypte étaient représentées respectivement par leurs conseillers d'ambassade. L'ancien Premier ministre Emmanuel Isozen Gondé a dirigé le ministère des Affaires étrangères du Gabon du 28 février 2012 au 28 septembre 2016. Durant le confinement total du Grand Libreville, nombreux sont les Gabonais qui ont reçu l'aide de certaines personnalités, dont celle du coordonnateur général des affaires présidentielles. Un geste inoubliable pour l'association Al-Linour. Nous en parlerons au cours de nos prochaines éditions d'information. Avant de nous séparer, la sagesse africaine qui colle avec la célébration mondiale de la journée de l'enfant africain. La sagesse africaine nous dit ceci: la naissance d'un enfant est le début dans la vie d'un parent. À méditer. À 23h, Gabriel Guilain-Lemami vous présentera la dernière édition d'information. Moi, je vous retrouve demain, 20h.